Mes très chers élèves, aujourd'hui, on va étudier les plantes. Avant de continuer avec cette vidéo, je vais vous demander de, s'il vous plaît, mettez celle-là sur pause et regardez la vidéo dans le lien du PDF. Vous pouvez vous arrêter à 3 minutes et 20 secondes. Allez-y. Un petit retour sur la spécialisation cellulaire. Est-ce que ça vous dit de quoi? On a déjà vu que les cellules d'un organisme contiennent toutes le même code génétique, mais que pas tous les gènes sont activés dans toutes les cellules. Et ça, c'est pourquoi on a différents types de cellules. Les cellules qui sont différentes vont avoir différents gènes qui sont actifs. Petite question. Si, God forbid, quelqu'un se coupe un doigt ou un organe, est-ce que le lendemain, un nouveau doigt va commencer à regrandir? La réponse est évidemment non. Mais si tu tires une feuille sur une plante, est-ce que le lendemain, une nouvelle feuille peut potentiellement grandir? Absolument oui. Pourquoi? Parce que tout au long de leur vie, les plantes sont capables de produire de nouvelles cellules par mitose dans le tissu qu'on appelle le tissu méristématique ou le méristème. Ceci produit des cellules qui peuvent devenir spécialisées. Une fois devenues spécialisées, ces cellules coopèrent ensemble pour former des tissus. Vous savez c'est quoi un tissu? Et finalement, ces tissus vont former un des organes d'une plante. Alors, regardons ensemble. Ça, c'est les cellules du méristème. Tu peux dire que c'est une usine de cellules souches pour la plante. Donc, si jamais une plante a besoin de regrandir une feuille, elle va activer les cellules qui vont regrandir une nouvelle feuille. Les cellules de l'épiderme. Les cellules du tissu de base qui sont responsables d'autres fonctions dans la plante et les tissus vasculaires comme on va voir les xylèmes et le phloème. Connaissez-vous les organes d'une plante? J'espère que oui. La plante a des racines, une tige, des feuilles et des fleurs, parfois aussi des fruits. Alors, si la plante est capable de fabriquer des cellules, des nouvelles cellules tout au long de leur vie, on a aussi des bourgeons. Donc, ce sont des ronflements de la tige qui contiennent ces cellules méristématiques. Ça va former des tissus pour des organes comme les fleurs ou les feuilles. Les cellules des bourgeons terminales produisent une certaine hormone qu'on appelle l'auxine. Cette hormone rend les autres bourgeons inactifs. Comment est-ce que ceci fonctionne? Regardons ensemble. Donc, voici une plante. Voici le bourgeon terminal. Le bourgeon terminal est en haut de la plante. Aussi longtemps que le bourgeon terminal est présent, la plante va continuer à produire l'hormone qui s'appelle auxine. Cette hormone inhibe, vous vous rappelez de ce mot, ça veut dire arrête. Ça arrête ou inhibe l'agrandissement ou l'action des bourgeons latéraux qui se trouvent sur les côtés de la plante. Donc, bourgeon terminal présent, aucun agrandissement, si vous voulez, des bourgeons latéraux. Mais si jamais quelque chose arrive et le bourgeon terminal disparaît ou est coupé, par exemple, si un animal vient manger le bout de la plante ou si un humain vient couper le bout de la plante, l'auxine ne sera plus produite et donc il n'y a rien qui va arrêter les bourgeons latéraux de grandir et la plante va commencer à grandir latéralement au lieu de grandir vers le haut. Alors, voici, le bourgeon terminal se développe. Les bourgeons latéraux ne se développent pas parce que l'auxine produite par le bourgeon terminal arrête leur croissance. Mais si le bourgeon terminal est enlevé, la plante va commencer à grandir latéralement, étant donné que l'auxine n'est plus produite. Maintenant, évidemment, vous savez que la chose la plus importante par rapport aux plantes, c'est le fait qu'ils sont capables de faire la photosynthèse. Ça, c'est très important pour nous. Alors, où est-ce que ceci prend lieu? Vous l'avez deviné, dans les feuilles. Donc, si la feuille n'utilise pas tout le glucose,
l'excès est converti en un produit chimique qui s'appelle l'amidon. Et on va voir l'amidon souvent, spécialement dans le chapitre 3. L'amidon, ça s'appelle starch en anglais, et c'est seulement une longue chaîne de glucose. Le glucose qui est produit par la photosynthèse. Et voici la fameuse réaction de la photosynthèse. Alors, prenons le temps de regarder un peu les différentes parties de la feuille, étant donné que c'est l'organe le plus important. La première partie, c'est les cellules épidermiques supérieures. Les cellules épidermiques de la feuille sécrètent une cuticule cireuse, donc juste comme les cuticules qui se trouvent sur vos ongles, pour réduire l'évaporation, étant donné que ça va retenir de l'eau autant que possible pour l'utiliser à faire la photosynthèse. Et ça sert aussi comme une protection. Donc, la plante a des cellules épidermiques supérieures et elle a aussi des cellules épidermiques inférieures. La deuxième partie de la feuille, c'est les cellules du tissu palissadique. Donc, juste comme le mot le dit, ça fait un peu une structure comme celle des palissades. Pouvez-vous penser à pourquoi? C'est ici où la photosynthèse prend lieu. Alors, les cellules sont arrangées de cette façon afin de maximiser le montant de lumière absorbé par ces cellules. Puisque les cellules sont l'une à côté de l'autre de cette façon, tu peux dire verticalement, tu peux mettre beaucoup plus de cellules, donc tu vas absorber beaucoup plus de lumière du soleil. Ces cellules sont très riches en chloroplastes pour faire la photosynthèse et aussi de la mitochondrie, étant donné que les cellules des plantes font la respiration cellulaire le soir quand le soleil n'est pas présent et les cellules ont besoin d'utiliser le glucose pour grandir. La prochaine partie, les cellules du parenchyme spongieux. Est-ce que le mot vous dit de quoi? Spongieux vient du mot éponge. Et c'est justement comme une éponge. Si vous pouvez voir, une éponge est d'habitude remplie de trous parce que ça permet à l'éponge d'absorber de l'eau et de garder l'eau dans ces trous-là. Dans le cas de la plante, c'est vraiment l'air qu'elle va garder, l'air ou la vapeur d'eau. Donc, le parenchyme spongieux, c'est vraiment des cellules espacées qui contiennent les gaz qui sont utilisés pour faire la photosynthèse et la respiration cellulaire. Donc, on trouve dans cet endroit-là de la vapeur d'eau, de l'oxygène et du dioxyde de carbone. La prochaine partie de la plante, c'est le xylème et le phloème. Donc, le xylème et le phloème sont deux tuyaux. Tu peux faire l'analogie comme ils sont les veines et les artères chez les humains. On a le xylème et le phloème chez la plante. Le xylème, d'habitude, est constitué de cellules mortes. Donc, elles grandissent jusqu'à un moment donné et puis elles arrêtent de grandir, elles meurent. Son rôle, c'est de transporter tout ce qui vient des racines et les amener aux feuilles. Tandis que le phloème, c'est facile à s'en rappeler, amène les produits de la photosynthèse. Phloème, photosynthèse, vers les autres cellules de la plante pour qu'ils puissent en bénéficier. La prochaine partie, c'est les cellules stomatiques. Donc, les cellules stomatiques ou les stomates, comme vous pouvez voir, sont souvent en bas de cette feuille, de la plante, de la feuille. Eux autres contiennent des pores qu'on appelle des stomates. Tu peux penser à ces pores-là comme étant le nez de la plante. Parce que c'est là où le gaz va entrer et sortir. Donc, ils permettent l'échange gazeux. Ils sont aussi très importants pour la transpiration, pour que la plante soit capable de faire sortir de l'eau. Et on va voir pourquoi la transpiration est un phénomène important chez les plantes. Alors, voici comment les stomates ont l'air. Si tu observes le bas d'une feuille sous le microscope, c'est ça ce que tu verrais. C'est comme des petits nez. Je vais parler un peu du chloroplaste. Le chloroplaste n'est pas un organe, mais c'est un organite. C'est là où la photosynthèse va prendre place. Le chloroplaste, saviez-vous qu'il est capable de changer de forme et de position pour capter plus de lumière? Oui, il se dirige vers la lumière. Il contient des petits sacs qu'on appelle des graines
ou granum, le singulier, qui sont formés d'autres petites structures ou disques qui s'appellent des thylakoïdes. Et ces thylakoïdes contiennent un pigment vert qui s'appelle le chlorophylle. Donc, voici la structure d'un chloroplaste. Vous pouvez voir qu'on a plein de granats et que chacun est fait de disques qu'on appelle thylakoïdes. Et dans ces thylakoïdes-là, on trouvera le chlorophylle. Voici la structure de la molécule du chlorophylle. Le deuxième organe de la plante, c'est la tige. La tige supporte et transporte. Ça, vraiment, c'est sa fonction. Donc, c'est elle qui est constituée du phloème et du xylème, qui connectent all the way jusqu'à la feuille. La tige contient aussi une molécule qui s'appelle la lignine, qui est responsable de rigidifier la plante pour qu'elle devienne solide. Et ceci la permet de rester à droite. Donc, si vous regardez une plante sous le microscope, c'est ça ce que vous verrez. OK? Donc, ça, c'est les différentes accumulations de phloème et de xylème que vous voyez devant vous. OK? Ils sont très intéressants à voir et à identifier. Le troisième organe de la plante, c'est les racines. Les racines ont 3 fonctions. La première fonction, c'est qu'ils fixent la plante au sol. Sinon, elle va courir partout. Deuxièmement, ça permet d'absorber l'eau et les minéraux. Donc, un grand rôle d'absorption. Et finalement, c'est l'entrepôt de la plante. Donc, c'est là où la plante va mettre tout le glucose qui n'est pas utilisé sous forme d'amidon. C'est stocké dans les racines. Saviez-vous que ça, c'est pourquoi les plantes racinaires, comme les pommes de terre et les carottes, contiennent beaucoup plus de sucre que les autres légumes? Donc, voici la structure ou une coupe d'une racine. Vous pouvez voir qu'il y a le poil absorbant. C'est ça ce que la plante va utiliser pour absorber l'eau et les minéraux. Vous pouvez voir aussi qu'il y a l'endoderme, donc qui contrôle le transport des minéraux. Ensuite, on a le cortex qui emmagasine l'amidon. Et finalement, le péricycle qui produit les racines fasciculées, qui est un type de racine qui spread. Donc, les racines en 2 types. Il y a les racines pivots, qui sont grandes et qui permettent de trouver l'eau qui est profonde et s'ancrer plus profondément dans le sol. On a aussi les racines fibreuses qui s'étendent plus vers la surface. Elles stabilisent le sol, elles diminuent l'érosion. Donc, chaque type de racine a ses avantages. Et finalement, on a la fleur. Savez-vous que la fleur, c'est l'organe reproducteur des plantes? Ça contient à la fois l'organe féminin et l'organe masculin. Alors, ça contient les feuilles spécialisées qui produisent le pollen. Et puis, ça contient aussi l'ovule. Ceci fait que la plante peut s'auto-féconder, mais comme vous l'avez appris quand vous étiez plus jeune, on compte sur le vent et les animaux pour envoyer ce pollen vers d'autres plantes et aider avec la pollinisation. Voilà. Saviez-vous que juste comme les humains, les plantes peuvent aussi avoir des virus? Est-ce que c'est toujours mauvais ou est-ce qu'il y a des bons? Regardez cette photo de cette fleur. Les taches blanches sont causées par un virus. Comme les humains, les plantes peuvent aussi avoir un type de tumeur. Les tumeurs dans une plante s'appellent des galles. Et ces galles, comme vous pouvez voir sur l'image suivante, sont des tumeurs des cellules qui sont en folie, qui font la reproduction cellulaire et la division cellulaire sans arrêt. Alors, les plantes contractent des maladies un peu comme les animaux. Sur cette note, j'aimerais bien, s'il vous plaît, que vous regardez la vidéo des Edumédia. C'est le temps de pratiquer.